Alors là, je fais une petite vidéo où je me situe dans un entrepôt où ils récupèrent du matériel jeté par des entreprises. Bonjour. Et quand on se retrouve dans ce genre d'endroit, on n'a qu'une envie, c'est de planter la tente et de fouiller. Là, il y a du matos, là, c'est cool. Salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Chaque année, nous produisons 458 kg de déchets par habitant. Dans les déchetteries, c'est 17 millions de tonnes qui sont jetées. Mais c'est génial! On va pouvoir récupérer plein de trucs. Des millions d'objets qui n'attendent qu'à être récupérés. De la matière première, des objets encore réparables, des pièces détachées. Le paradis. Je pense qu'on peut déjà commencer par définir de quoi on parle. On ne parlera pas ici d'accumulation compulsive, trouble obsessionnel compulsif aussi nommé siligomanie. Les personnes atteintes de cette maladie ont tendance à tout garder, y compris les détritus. Bref, c'est un sujet de psychiatrie pas cool du tout, qui peut devenir un véritable enfer. La récup qui sera traitée ici a deux caractéristiques. D'une part, elle est informelle, c'est-à-dire qu'elle ne s'exerce pas dans un cadre organisé et officiel comme le fait Emmaüs par exemple. C'est une pratique qui est individuelle ou en groupe, sans cadre particulier. Ensuite, elle est ce que j'appellerais de la récupération raisonnée, dans le sens où une logique est appliquée dans le choix des objets récupérés. En plus, on parlera de tout ce qui est récupération d'objets, de pièces détachées, de déchets industriels. Pas tout ce qui est alimentaire ou nécessaire à la survie, car la démarche est à mon sens très différente. En fait, si on prend le rapport sur la production des déchets fait par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, on va parler de tout ce qui touche les OM moins les OMR, en particulier ce qui concerne les DEEE et les PAM, mais aussi les métaux, et il ne faut pas oublier la production des déchets liés à des activités économiques. C'est plus clair comme ça ? En parlant des activités économiques, voici la répartition de la production des déchets par type d'activité. On voit que le domaine de la construction produit la plus grosse partie. De loin. Ah d'accord, mais c'est pour ça que mon pote récupère plein de trucs sur les chantiers et les revend sur le bon coin. Je crois pas que ça soit très légal tout ça, hein ? Ah bon, tu crois ? Moi je pensais qu'il avait trouvé cette perceuse encore toute neuve dans une benne. Les déchets du bâtiment sont principalement des gravats. Ouais, je sais, c'est pas très... Bon, on peut faire des trucs avec, hein, mais bon, c'est pas... C'est bof, quoi. L'industrie produit 24 millions de tonnes de déchets par an. Rajoutez à ça les 17 millions de tonnes dans les déchetteries, et vous commencez à rentrer dans les fantasmes les plus secrets des récupérateurs. Bienvenue à la déchetterie. C'est quoi ce truc ? Une perceuse encore neuve ? C'est fou ce que les gens peuvent jeter de nos jours, c'est n'importe quoi. Mais attends, elle est à moi ? Tout est à moi ? C'est le paradis ? Non mais je vais pouvoir aller fouiller les bennes, c'est extra... Ah non! Comment ça, non? Tu n'as pas le droit de récupérer, c'est interdit en déchetterie. Et ouais, il est interdit de faire la récupération en déchetterie. Ouais, c'est interdit. Il est aussi très difficile d'avoir accès aux déchets industriels. Les bennes sont souvent sous haute protection, et les déchets sont parfois détruits pour être sûr qu'ils soient bien irrécupérables. Reste le carnet d'adresses pour avoir accès à ces fameuses bennes. Il y en a qui connaissent le maire, d'autres qui connaissent le gars qui a les clés du local à ordures. Chacun son truc. Bon, on rigole, mais pourquoi on le récupère ? Eh ben c'est très simple, la récupération est un élément indispensable à la créativité du maker. Si les choses changent avec internet et la possibilité d'obtenir du matériel spécifique, un des seuls moyens d'obtenir des pièces est de passer par la récupération. L'autre moyen étant d'aller acheter des pièces dans les magasins spécialisés, pas toujours accessibles aux particuliers ou alors à des prix prohibitifs, ou de rouiller le bon coin pendant des mois. Mais en général, ce sera pour du matériel fonctionnel, pas pour des pièces détachées. Dès qu'il veut sortir la création de base, créée avec du matériel acheté en magasin de bricolage, le maker va devoir compter sur le hasard de la récup. Et ça change tout dans le processus de création, car on est obligé de faire avec ce qu'on trouve. Mais parfois, souvent même, ce qu'on trouve ne suffit pas. Il faut donc accumuler au fil du temps pour se faire un stock. Mais même en ayant du stock, des hectares de stock même, on n'aura jamais pile ce qu'il nous faut. Et c'est là qu'on va devoir faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire improviser, faire avec ce qu'on a. À mon sens, c'est dans ces conditions qu'on trouve les idées les plus originales. La logique consiste à réduire le tas de trucs qu'on récupère en briques matérielles, dont l'utilité n'a parfois rien à voir avec la fonction d'origine.
C'est le principe de l'abstraction, central dans la philosophie du hacker et qu'on retrouve aussi dans celle du maker. L'abstraction peut être découverte ou produite, peut être matérielle ou immatérielle, mais elle est toujours affirmée par un hack. Abstraire, c'est exprimer la virtualité de la nature, faire connaître quelques moments de ses multiples possibilités, actualiser une relation parmi un infini relationnel, manifester le divers. C'est absolument génial. Moi, j'ai rien compris, hein. En fait, c'est très simple. Abstraire quelque chose, c'est en tirer une substance purement théorique ou symbolique. Alors bon, on va déjà commencer par laisser tomber le sens profond philosophique du terme, pour se concentrer uniquement sur ce qui nous intéresse ici. Finalement, c'est assez simple. Si on prend un objet, ou une partie d'un objet, et qu'on arrive à faire abstraction de sa fonction d'origine, alors on découvre d'autres fonctions possibles. L'objet qu'on récupère devient donc une ressource créative plus ou moins importante, et c'est notre capacité d'abstraction qui détermine la teneur de cette ressource. En gros, un objet récupéré aura plus ou moins de potentiel en fonction de son récupérateur. Le hack matérialise l'abstraction, c'est-à-dire que pour prouver qu'une fonction peut être transformée en une autre, il faut faire le hack. Principe commun des hackers et des makers, faire. C'est la seule manière de juger correctement si l'idée est bonne ou non. Vous noterez d'ailleurs que c'est pas mal en contradiction avec le marketing actuel, qui consiste de plus en plus à nous faire baver sur quelque chose qui n'en est encore qu'à l'état d'idée. CF pas mal de crowdfunding, ou encore d'annonces de jeux vidéo. Pour finir, l'abstraction, décrite ici comme l'association incongrue de fonctions, célèbre la diversité, exprime le joyeux bordel qu'il existe dans le monde, loin des logiques de standardisation. Vous voulez un exemple? Pas de problème. Il y a quelques temps, je me suis mis dans l'idée de créer ma propre borne arcade. Chose assez répandue, il existe des centaines d'exemples sur le net de ce genre de réalisation. Le petit plus que je voulais apporter, c'est de fabriquer moi-même les joysticks et les boutons. Ce sont des éléments qu'on achète à part sur des sites spécialisés, mais je voulais trouver un moyen de contourner ça et d'en fabriquer moi-même avec des éléments de récupération. Après quelques essais plus ou moins infructueux, le résultat final est celui-ci. Un joystick à moins de 5 €, si on a accès aux machines pour le fabriquer bien sûr. Le manche est imprimé en 3D, ce qui permet de le customiser à l'infini. L'axe central est une tige filetée de 8 mm. C'est la partie inférieure qui est la plus intéressante. Les joysticks classiques sont constitués de 4 ou 8 contacts mécaniques. Quand on bouge un joystick, on viendra appuyer sur un des contacts, ce qui permet d'aller en avant, en arrière, à gauche ou à droite. J'ai trouvé des micro-contacts similaires à ceux présents dans un joystick de borne arcade dans un four micro-ondes. En effet, les fours micro-ondes ont 2 à 3 contacts mécaniques de ce type pour détecter l'ouverture ou la fermeture de la porte. L'axe au centre est trop petit pour appuyer sur un des contacts. Il faudrait avancer le joystick trop en avant pour déclencher le contact, ce qui n'est pas idéal. J'ai donc rajouté un roulement de roller au centre. Ce type de roulement est très pratique, car le trou central fait 8 mm de diamètre, pile celui de ma tige filetée. Le roulement permet aussi de changer de direction, ou de faire des diagonales en appuyant simultanément sur 2 contacts. La partie qui crée le retour au centre, le fait que quand on lâche le joystick, il revient tout seul dans sa position d'origine, est un morceau de tapis antidérapant en caoutchouc. L'axe traverse le bloc et vissé des 2 côtés avec des rondelles. Je peux changer les rondelles par des plus larges pour changer la dureté du joystick. Le montage est maintenu par des plaques en médium découpées à la laser, mais on peut très bien fabriquer ça à la main. Ça prendra juste plus de temps. Un bout de four micro-ondes, un bout de roller, un bout de tapis antidérapant. Les plans sont disponibles sur le net, lien dans la description. Bien sûr, on peut rajouter à cet exemple le hack du ticket de métro, qui à mon sens est un cas d'école dans le domaine. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le petit i en haut à droite. C'est bon, c'est bien là pour vous? Ouais, c'est ma gauche, donc c'est bon, c'est là pour vous. Alors jusqu'à présent, je vous donne la quintessence de la récupération, ce qu'on peut appeler l'upcycling, c'est-à-dire redonner une seconde vie aux déchets. Mais c'est pas parce qu'on récupère des trucs qu'on est un hacker écolo de génie. J'ai récupéré un truc. C'est sûrement un hacker, un génie, j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est eux qui vont sauver le monde. Regarde, maman, un monsieur comme à la télé. Bon. Qui veut des autographes? On flirte souvent avec l'effet de l'accumulation pour l'accumulation, se retrouvant avec tout un tas de choses qui ne nous serviront à rien, si ce n'est de se satisfaire de les posséder. C'est pourquoi je parlais de récupération raisonnée. Le but n'est pas d'accumuler un maximum de choses, c'est de comprendre comment fonctionnent les choses et de garder ce qui pourrait nous être vraiment utile. Et parfois, il faut bien l'admettre, se séparer du reste. Se séparer des choses ne signifie pas forcément les jeter, plutôt de se dire que d'autres n'auront plus besoin que soi. Je sais, c'est dur. Moi aussi j'ai du mal. Et c'est là qu'on bascule dans la récupération formelle. En effet, face aux millions de tonnes de déchets par an, il faut être organisé. Une partie part vers un recyclage et l'autre sera détruit, brûlé ou enterré. Et je ne parle pas des déchets organiques, qui sont considérables, en partie à cause du gaspillage. Si les techniques de recyclage s'améliorent, il existe d'autres solutions que de tout balancer à la déchetterie. Pour ceux qui sont en bon état, les solutions les plus évidentes seront de revendre ou encore de donner à des associations, comme Emmaüs par exemple. On trouve aussi de plus en plus d'espaces de dons, comme les donneries dans les déchetteries où on dépose quelque chose et quelqu'un d'autre peut le récupérer,
Ou alors les boîtes à dons, qui fonctionnent de la même manière mais qui sont placées dans la rue, et qui ont aussi pas mal de succès. Alors c'est un bon geste, mais pour ce qui est des objets en bon état, pour ce qui est en panne, on fait quoi? Les ressourceries ou recycleries sont des boutiques qui revendent des matières premières souvent issues de l'industrie. Les recycleries de vélos ont un succès considérable en ville, elles récupèrent et réparent les vieux vélos. On peut aussi y réparer son vélo et bien sûr y trouver des pièces détachées. Les repères cafés où on répare des objets du quotidien qui ont autant besoin de pièces détachées que de makers expérimentés. D'ailleurs, c'est ce genre d'initiative qui met en lumière une nouvelle manière de voir le recyclage des déchets. L'industrie considère les déchets comme un gisement de matériaux. Le terme est utilisé dans les rapports de l'ADEME. En gros, une déchetterie, c'est une mine. Ouais, une putain de mine. On évalue chaque année le gisement potentiel de certains matériaux, et comme dans une mine, on va exploiter les filons rentables, ce qui est facilement récupérable, ce qu'on peut traiter et réexploiter. C'est une logique de traitement de masse qui laisse passer plein de choses à la trappe. Dès que c'est trop complexe à extraire ou trop cher à traiter, on le détruit ou on l'enterre. Et c'est pour ça qu'on nous incite à faire le tri. Outre le fait que certains objets mélangés ne peuvent plus être récupérables, ça rend aussi le gisement plus pur et donc moins cher à traiter. La récup, les ressourceries, les repères cafés et autres initiatives que je viens de citer ouvrent une brèche dans cette logique. Alors qu'on soit d'accord, cette brèche est minuscule, c'est une fissure, un petit entrebâillement. Mais c'est justement au travers de ces entrebâillements qu'on trouve les choses les plus intéressantes. Pour l'instant, on achète en masse pendant le Black Friday, et ensuite on balance en masse à la déchetterie. Et ce qu'il se passe avant ou après, tout est fait pour qu'on s'en foute. C'est pas demain qu'on va pouvoir traiter dans des ressourceries 17 millions de tonnes, c'est sûr. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est de faire tomber le rideau, voir les rouages et créer son petit truc à côté qui fait sa popote tranquille. Ce petit truc se met en réseau avec d'autres petits trucs, et entre petits trucs, on échange des techniques. Savoir comment réparer tel ou tel machin, comment recycler tel truc, comment récupérer et réemployer, etc. C'est un début des expérimentations nécessaires pour prouver qu'en dehors de GG qui fait cuire des brochettes avec les restes d'un caddie Ikea, il y a des choses à faire. Tiens, tu savais par exemple que dans un écran plat, il y a une dalle de plexi qu'on peut utiliser à la découpe laser? Ben voilà, maintenant tu le sais. Parce que dans l'industrie du recyclage, la célébration de la diversité par l'abstraction, si tu veux, il se la carre un peu profondément dans le cul. Alors que nous, non, on sait qu'il y a des choses à faire avec tous ces déchets. Et on sait aussi que si on fabriquait les choses mieux, il y aurait moins de déchets à la fin. L'avant et l'après sont étroitement liés. Ce qui se met petit à petit en place, c'est une logique de réseau. Le consommateur peut aller réparer avec l'aide des autres dans un repère café. Il passe alors de consommateur à acteur. Il comprend, même théoriquement, le fonctionnement des choses. Le repère café peut faire retraiter ce qu'il ne peut pas réparer dans une ressourcerie, tout en y trouvant des pièces pour ses futures réparations. La ressourcerie est en lien avec des entreprises de recyclage spécialisées et ouvre ses portes aux usagers particuliers et aussi à des entreprises comme des artisans. La déchetterie devient plus qu'un simple endroit où disparaît dans des bennes ce qu'on jette, mais aussi un espace de don pour les autres. Un Fab Lab peut trouver de la matière première dans chacun de ces endroits, ou en améliorer un en fabriquant des machines par exemple. Un hacker ou un maker peut lui aussi filer un coup de main ou s'éclater à détourner des choses pour le plaisir. Alors qu'on soit d'accord, ce que je vous propose là, c'est un des scénarios possibles. Mais je veux vous montrer concrètement comment on crée un réseau d'échange basé sur un système circulaire qui est différent de la logique déchets égale gisement égale pognon. Pour voir ce genre de réseau passer à un traitement plus massif, capable de traiter les déchets d'une ville, il reste des choses à inventer. Je verrais bien par exemple des moulins à plastique, sorte de petite unité de production capable de recycler certains déchets correctement, avec une bonne efficacité énergétique. Ces moulins à plastique seraient accessibles à tous, on pourrait y recycler le plastique pour en faire du fil d'imprimante 3D par exemple. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le projet Precious Plastic exactement dans cette veine. C'est une logique qui doit fonctionner sur le principe des biens communs. En gros, il est hors de question de voir sortir un concept qui asservit les communautés façon Uber. S'il y a réseau, il doit fonctionner sur des protocoles ouverts sous licence libre et qu'on en maîtrise collectivement la gestion. Mais ça, on en parlera un jour. Oh oui, on en parlera. Et il faut vraiment que j'arrête de promettre des trucs. En attendant, si vous récupérez du matériel, si vous aimez démonter des trucs pour voir comment ça marche, n'hésitez pas à aller voir une ressourcerie, à faire un tour dans un repère café ou à utiliser une boîte à dons. Et n'oubliez pas qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer. C'est ça qui est cool.